Bonsoir les amis, content de vous retrouver après une assez longue absence. Donc, j'ai envie de revenir aujourd'hui, mes amis, sur la définition de l'impôt. Donc, si vous avez suivi la dernière vidéo, nous vous avons proposé une définition classique de l'impôt et c'était la définition de Gaston Gèze, extraite de son ouvrage Cours de finances publiques, paru en 1936 aux éditions LGDJ. Donc, pour rappel, mes amis, voilà ce que disait cette définition de Gaston Gèze. Nous allons vous la reprendre en bas pour vous permettre de vous la rappeler. Donc, la définition, mes amis, disait « L'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ». Parfait mes amis, donc aujourd'hui nous allons voir une autre définition, mais plus moderne, plus contemporaine, qui va certainement nous apporter quelque chose de nouveau. Donc lisez avec moi cette définition extraite de l'ouvrage Sciences et techniques fiscales de Lucien May et Pierre Bertram, paru en 1984 aux presses universitaires de France. Donc, la définition vous dit, mes amis, l'impôt est une prestation pécuniaire, n'est-ce pas? Ça a été repris pratiquement tel quel dans la définition de Gaston Gèze. Pour rappel, pécuniaire, cela veut dire en argent et non pas en nature. Requise des personnes physiques ou morales. Donc là, voilà un élément nouveau dans la définition de l'impôt, si vous voulez. Requis, c'est-à-dire réclamer, demander des personnes physiques ou morales. Donc, il est dit dans l'ancienne définition des particuliers, mais là, on explique qui sont ces particuliers. Donc, les personnes physiques, les amis, ce sont les individus comme vous et moi, c'est-à-dire qui ne sont pas constitués en société. Lesquelles sociétés, mes amis, répondent à la définition de personnes morales. D'accord? Les personnes physiques sont des individus, tandis que les personnes morales sont des sociétés, des entités. Puis, on vous rajoute quelque chose de nouveau, de droit privé et éventuellement de droit public. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces personnes physico-morales relèvent du privé ou alors relèvent, si vous voulez, du secteur public. N'est-ce pas, mes amis? Bien entendu, les commerçants, quand ils exercent une activité quelconque, bien entendu, ils vont devoir payer leur impôt. Idem pour les sociétés. Eh bien, ces sociétés-là, qu'elles relèvent du secteur privé ou qu'elles relèvent du secteur public, elles vont devoir payer un impôt s'il est dû. Donc, le droit public, mes amis, ce sont, si vous voulez, les entreprises qui relèvent des capitaux marchands de l'État. C'est-à-dire, lorsque l'État est commerçant, il va devoir payer son impôt au même titre que les particuliers, que les personnes physiques. Donc, puis, on vous rajoute quelque chose d'autre d'après leur faculté contributive. Donc là, mes amis, le terme faculté contributive, il renvoie à l'égalité devant l'impôt, c'est-à-dire à l'équité fiscale. Bien entendu, les personnes les plus riches vont devoir payer plus d'impôts que les personnes les plus défavorisées. Ce principe, mes amis, est un principe universel. On le retrouve dans les constitutions du monde entier. Et chez nous, en Algérie, c'est l'article 64 de la Constitution qui le consacre. Puis, on vous dit par voie d'autorité, donc nous avons vu également ce terme dans la dernière définition, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un État souverain pour réclamer cet impôt et ce ne sont pas de simples particuliers qui vont réclamer l'impôt auprès des personnes physiques ou morales. À titre définitif, là, nous l'avons vu également, à titre définitif, c'est-à-dire ce sont des sommes qui ne seront pas remboursées. Et puis, et sans contrepartie. Là aussi, c'est dit, mais là, on précise sans contrepartie déterminée. Quelle est, si vous voulez, la signification du mot déterminé, mes amis? Ça veut dire, en réalité, les citoyens vont devoir payer leur impôt, mais en contrepartie, il y a des services publics de l'État qui leur sont rendus, c'est-à-dire qui sont rendus à la collectivité. Mais est-ce qu'on peut délimiter en quelque sorte le montant de la contrepartie?
Non. Les particuliers, les entreprises, les sociétés vont devoir payer un impôt selon leur faculté contributive, ce qui est normal. Et puis, les services publics de l'État reviennent en quelque sorte à la collectivité, sans bien entendu distinguer telle personne, telle société, telle entité, tel organisme, etc. D'accord? Donc on ne peut pas dire moi j'ai payé tant d'impôts, donc j'ai le droit à tant de contrepartie de l'État. C'est ça que veut dire justement le mot déterminé. Et tout cela, pourquoi mes amis? Donc c'est en vue de la couverture des charges publiques de l'État. Bien entendu, l'État a à sa charge un certain nombre de dépenses auxquelles il doit faire face pour satisfaire les besoins de la collectivité. Donc là aussi, c'est dit dans l'ancienne définition de Gaston Gesse, donc la couverture des charges publiques de l'État, mais là on vous rajoute mes amis et des autres collectivités territoriales, d'accord? Ce sont chez nous par exemple, ce sont les wilayats ainsi que les communes. Ce sont les démembrements de l'État. Bien entendu, vous avez l'État au sommet et puis vous avez ces démembrements, c'est-à-dire ces établissements publics qui dépendent de lui, ces communes, ces wilayats, etc. Autrement dit, les départements. Donc voilà. Donc dans ce cas, bien entendu, on vous dit couverture des charges publiques de l'État, c'est un premier point, mais là on vous rajoute quelque chose d'autre, mes amis, ou de l'intervention de la puissance publique. Donc à travers cela, mes amis, nous allons comprendre que l'impôt, bien entendu, il sert sûrement, bien entendu, pour alimenter le budget de l'État en vue de faire face aux charges publiques. Mais là, ce n'est qu'une finalité, les amis, c'est ce qu'on appelle la finalité financière, en quelque sorte. On doit naturellement recouvrer un impôt pour alimenter le budget de l'État, mais là, mes amis, ce n'est pas l'objectif unique et ultime de l'État à travers l'impôt, mais bien entendu, l'État, il doit intervenir à travers plusieurs actions, à travers plusieurs volets, à travers plusieurs politiques, bien entendu, outils, instruments pour en quelque sorte orienter l'économie, pour transférer par exemple des plus riches vers des plus démunis, etc. Donc là, nous allons parler d'État interventionniste, d'accord? L'État régulateur en quelque sorte, l'État interventionniste, bien entendu, il va légiférer, l'État va légiférer pour donner une certaine orientation à l'économie politique du pays, etc. Donc, il ne va pas uniquement rester, si vous voulez, éloigné et observé. Bien entendu, l'État a toujours un rôle à jouer, bien entendu, à travers ses politiques budgétaires, politiques de taux d'intérêt, les politiques économiques d'une manière générale. Vous savez, avec l'impôt, on peut orienter une économie, mes amis, on peut orienter la consommation, on peut orienter l'épargne, on peut orienter l'investissement, n'est-ce pas? Donc, à travers, bien entendu, les taux que l'on va soit augmenter, soit au contraire diminuer pour encourager une telle ou telle autre activité. Donc voilà, mes amis, donc on parle d'État interventionniste par opposition à l'État régalien qui va se contenter, bien entendu, à assurer les fonctions de base d'un pays, d'un État, d'une nation, telles que par exemple l'administration, la justice, la sécurité, etc. Mais là, avec l'État moderne, bien entendu, il doit intervenir à travers plusieurs instruments, dont l'impôt. Donc voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous allons continuer dans les vidéos à venir à compléter en quelque sorte les notions de base sur la fiscalité et j'espère nous retrouver très bientôt, bien entendu, à cette occasion. Portez-vous à merveille, mes amis, au plaisir de vous retrouver.